Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, nous sommes le 14 février et vu qu'on est sur nos lives, je vais pas vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. Voilà, alors Sylvain est avec moi dans cette émission et ce n'est pas non plus parce que c'est la Saint-Valentin, on va pas annoncer un truc... Non, on est d'accord. C'est la 100% avec à l'intérieur du bridge, oscillation, autoplay sample, mais tout de suite on commence avec les news. La plus célèbre des tranches de viande s'incruste dans le milieu du rock. En effet, Danny Baranowski, le compositeur de Super Meat Boy, a annoncé qu'une partie de la BO sera jouable sur Rock Band 3. On parle de 3 morceaux pour l'instant, mais dans des versions réarrangées. Baranowski a spécialement choisi des thèmes qui illustrent la difficulté sans pitié de Super Meat Boy. Des musiques dynamiques sans un pet de gras donc. Elles seront directement disponibles sur le Rock Band Network pour 79 centimes ou 80 points Microsoft. L'album de Super Meat Boy est quant à lui déjà disponible dans une édition spéciale de 2 CD. Voici une nouvelle vidéo pour Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Ce 4e épisode, mêlant la saga de George Lucas aux jouets danois, revisite les 3 saisons de la série animée The Clone Wars. Le jeu contiendra tout de même des séquences et des personnages issus des films et plein de références. Traveler's Tales promet environ 175 personnages et véhicules jouables, et des batailles gargantuesques avec 300 protagonistes à l'écran. Gageons que la variété des situations et des environnements présentes dans ce trailer soit celle du jeu dans son intégralité. Drôle et spectaculaire, ce nouveau Lego sort le 25 mars sur PC, 360, PS3 et Wii. Now, the whole family can feel the Force. Lego Star Wars 3, The Clone Wars. Gromit? Les studios d'animation Aardman sont à l'honneur sur PC. En effet, les 4 épisodes de Wallace & Gromit Grand Adventures seront bientôt réunis dans un seul coffret. On doit ce passage du dématérialisé à la distribution physique à Focus Home Interactive. Les grandes aventures de Wallace et Gromit sont des point and click réalisés par Telltale Games, connus pour Tales of Monkey Island ou Sam & Max. Dans ces scénarios, vous pouvez alterner les phases de jeu entre le chien et son maître savant. Au programme, énigmes, situations absurdes et bien sûr, humour so British. Focus Home Interactive sortira le 21 avril Tales of Monkey Island et en mai Sam & Max The Devil's Playhouse qui réunit l'intégrale de la dernière saison. Beat Trip Flux, le 6e et dernier volet de la série rétro-rythmique, initié par Gaijin Games sur le WiiWare en 2009, révèle son gameplay. Après le rail shooter Beat Trip Fate sorti fin 2010, la série revient à ses origines en reprenant le gameplay de Beat Trip Beat, le tout premier épisode. Jouable en solo ou en coop à 2 joueurs, cette évolution de Pong proposera de nouveaux bonus, des blobs à éviter, des checkpoints à mi-parcours, ainsi que des modes de jeu inédits. Quant aux musiques chiptunes, elles s'annoncent une nouvelle fois grandioses. Ce qui l'est moins, en revanche, et risque fort de compliquer la sortie de Beat Trip Flux, c'est la crainte d'un procès. Fin janvier, le département juridique d'Atari a en effet menacé de les attaquer pour plagiat, en arguant les similarités évidentes entre Pong et Beat Trip Beat, et donc par voie de conséquence, Beat Trip Flux. Difficile de ne pas tiquer devant cette menace, un rien ridicule, tant le gameplay de Pong est suranné et son principe déjà 1000 fois exploité, que ce soit par des titres comme Arkanoid, voire en poussant un peu le pixel, n'importe quelle simulation de tennis. Une affaire à suivre donc, sur un sujet assez brûlant actuellement, la frontière entre le plagiat et l'hommage. Donc Sylvain, tu es là. Oui. Parce que il y a quelques temps, j'avais lancé, d'ailleurs les gens se sont enflammés sur le sujet, sur les forums, etc. Et même en dédicace, les gens m'en parlent. Donc j'avais dit, oui, pourquoi c'est mal diffusé les séries télé à la télévision française? Et toi, tu as fait, alors qu'est-ce que tu as fait pour connaître toutes ces réponses?
En fait, je me suis renseigné, j'ai fait aussi. D'accord, je suis con et je suis pas allé sur internet. Non, même pas. D'accord. C'est juste, en fait, quand tu commences à bosser dans ce milieu, en fait, il y a des logiques de programmation que tu apprends un peu sur le tas, comme ça. Mais, c'est pas des trucs qu'on trouve forcément sur internet. C'est pas expliqué clairement. T'as eu une formation. Donc. J'ai eu une petite formation, de 3 jours. Je sais pas si. Donc il y a des formations pour apprendre à diffuser les séries dans le désordre. Voilà, on peut dire ça. Non, en fait, il y a des raisons très précises qui poussent les chaînes et les programmateurs à passer les épisodes des séries, pas forcément dans l'ordre. Mais explique. Parce que par exemple, une des raisons, ça va être par rapport au CSA. Parce que y a, dans les séries, il y a des fois des épisodes où ça va être plus violent que d'autres. Tu vas avoir des meurtres un peu plus gore, un peu plus hardcore. Ces épisodes-là, il va pas être forcément possible de les diffuser à 20h50. On sera obligé de les mettre en deuxième partie de soirée ou des choses comme ça. Donc, c'est ce genre de questions qui poussent les programmateurs, des fois, à inverser l'ordre des séries parce que, sinon, même si, on va dire, nous, on est aussi des fois confrontés à ces problèmes-là à nos lives, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un truc, on se dit, est-ce que ça passe sans aucune signalétique CSA ou est-ce qu'on met un moins de 10 en sécu et donc, faut voir que en plus, plus la chaîne est grosse, nous on est que sur nos lives, on va dire, et plus la chaîne est grosse, plus les enjeux sont importants. Plus ils ont peur de prendre des risques. Voilà, parce que ils peuvent avoir des téléspectateurs qui regardaient avec leur petit gamin l'épisode à 20h50, et puis il se passe un truc un peu hardcore, et puis du coup ils sont choqués, et du coup ils écrivent au CSA en disant mais j'ai vu un truc à 21h, ma fille est traumatisée toute sa vie parce que voilà. D'accord. Bon, après on reviendra sur une autre raison, il y a une autre raison. On va regarder Breach, d'ailleurs, il y a de la violence, il y a des mitraillettes, alors je sais pas si on a vraiment le droit de le passer à cette heure-là, je ne sais pas. Normalement, si dans 100%, si, mais... D'accord. C'est un peu Counter-Strike, mais sur les consoles next-gen. Voilà. Élu meilleure expérience multijoueur par de nombreuses communautés de gamers à travers le monde, Battlefield Bad Company 2, sorti l'année dernière sur PC 360 et PS3, continue de divertir la jeunesse amoureuse des FPS online bien faits. Il était donc normal que des développeurs un peu moins inspirés que le studio suédois DICE finissent par tenter de recréer cette excellence dans le multijoueur. Et c'est exactement ce dans quoi s'inscrit Breach, un FPS multijoueur téléchargeable, disponible depuis peu sur PC et 360. Compte tenu du caractère exclusivement multijoueur de Breach, on a le droit ici à un classique américain contre russe, et ça ne va pas plus loin. Le game system de Breach repose sur des affrontements en équipe, et ce à travers 5 modes de jeu que les habitués du frag en ligne connaissent très certainement. À commencer par le Team Deathmatch de base, dans lequel tout le monde se met dessus, ou encore le mode infiltration qui vous amène à capturer des points stratégiques et à les maintenir afin de gagner plus de points que l'équipe adverse. Le mode Retrieval, quant à lui, est un genre de capture de flag qui vous oblige à récupérer des armes biologiques et à les rapporter afin qu'elles puissent être évacuées en lieu sûr. Le mode Soul Survivor utilise les mêmes principes qu'un Team Deathmatch de base, avec toutefois une petite contrainte, la mort permanente jusqu'au prochain round à la Counter-Strike. Le mode Convoi, enfin, comme son nom l'indique, propose à une équipe d'escorter un convoi jusqu'à une destination précise. Bien évidemment, l'équipe adverse doit mettre tout en œuvre pour ralentir et stopper la progression automatique du convoi, le tout étant ponctué de divers checkpoints durant lesquels les attaquants doivent faire sauter des barrages par exemple. Ces modes peuvent être joués sur 5 maps différentes plus ou moins bien conçues, dont une qui se contente de reprendre le layout de l'autre, mais de nuit. À l'instar de pas mal de FPS du moment, on retrouve également le principe de classe, 5 au total, allant du mitrailleur lourd au sniper en passant par le fusilier de base. Chacune de ces classes possède son propre arsenal, qu'il est évidemment possible d'améliorer, et ce grâce aux points d'expérience ou crédits gagnés au combat. Le premier problème qui se pose est le temps hallucinant que l'on met à réunir assez de crédits pour upgrader son personnage. Chaque kill rapporte un nombre très limité de points, bien souvent inférieur à 10, et les premières options d'upgrade se situent à 500 points. Le deuxième problème, lui aussi majeur, est que lorsque vous débloquez une arme générique pour une classe, comme un fusil d'assaut quelconque, vous devrez jouer et réunir autant de points avec une autre classe afin de faire de même.
Un principe qui n'a pas vraiment de sens et qui surestime surtout le côté complétiste qui existe chez chaque joueur. On comprend la démarche un peu maladroite qui vise à proposer une durée de vie énorme et à inciter le joueur à fraguer un maximum avec des classes différentes. Et on ne l'approuve pas. Concernant les affrontements à proprement parler, on trouve tout de même du bon, avec notamment un cover system qui permet de mieux vivre ses combats. On regrette simplement de ne pas pouvoir se mettre à couvert derrière certains obstacles alors que c'était de manière évidente physiquement possible. Dans la catégorie des idées bonnes sur le papier, on relève également la dimension destructible des décors, à la Bad Company 2, même si l'on se rend très vite compte des limites de cet aspect. On terminera cette revue en évoquant l'aspect technique et réalisation d'un jeu qui, pour le coup, gagnerait très facilement sa place dans un Hall of Shame. Les bugs d'affichage et les problèmes dus au lag et aux déconnexions sont légion et la qualité graphique de l'ensemble nous ramène quelques générations en arrière. Compte tenu de l'intégralité de ses idées pompées sur d'autres titres, de sa réalisation bien en dessous du médiocre, de son système d'upgrade mal équilibré et de ses problèmes techniques en tout genre, Breach peut être considéré comme un mauvais jeu. Le titre d'Atomic Games pourrait alors se défendre en brandissant son petit prix sur PC ou 360. 1200 points Microsoft en l'occurrence, et les joueurs disposant d'un petit budget seraient éventuellement tentés d'acquérir cette expérience multijoueur à moindre coût. Il est donc important de les inviter à économiser pour se procurer un Bad Company 2 par exemple, qui dans son domaine fait l'unanimité. Le prix ne doit pas justifier de l'intérêt d'un titre. De sa durée de vie peut-être, mais pas de sa qualité. Donc, on a vu pourquoi, pour des raisons de CSA, de sang, etc. Mais il y a d'autres raisons aussi, c'est pour faire durer. Voilà, oui, parce que une saison d'une série, c'est quoi? C'est 22 épisodes en général. 24, 25, voilà. Ouais. Et donc, si tu décides de faire par exemple une soirée avec 2 ou 3 épisodes inédits, ça va durer un nombre de semaines, un nombre X de semaines, et puis t'auras entre guillemets claqué tes inédits, et puis après soit tu fais de l'ardif, soit voilà. Mais après, si tu veux faire entre guillemets durer le plaisir, t'as tout intérêt, par exemple sur une soirée où tu vas avoir 3 épisodes, par exemple à mettre un inédit ou seulement 2 inédits, puis une rediff, et histoire bien sûr d'être un petit peu bien pervers comme il faut, cet inédit tu vas pas les inédits tu vas pas les mettre genre les 2 inédits au début et puis une rediff derrière. Non, tu vas faire un inédit, une rediff au milieu, et le 3e épisode, de nouveau un inédit. Comme ça t'oblige à rester toute la soirée, toi en tant que téléspectateur, si tu veux ne rien rater de la série. C'est Satan en fait, hein. C'est Satan qui commande. Et donc il y a des noms pour ça. Ouais, alors après, notamment le genre de documents dans la petite formation que j'avais fait, qu'on m'a donné. Et donc il y a des techniques de programmation très précises en fait. C'est des trucs qu'on applique parce que c'est du bon sens, mais tout ça a des noms très précis quoi. Donc le blunting, c'est diffusion d'un programme analogue à celui de la principale chaîne concurrente, par exemple 2 films face à face. Donc NCIS, les experts. Voilà, paf. Voilà, ça, par exemple. Après, je vais aller vite, mais par exemple, le lead-in, lead-off. Et donc, pour en revenir au série, justement, alors, moi aussi, l'anglais, c'est pas mon truc. Hein, donc le seamlessness. Je mettrai un petit synthé, en fait, pour expliquer. Pour voir, nom. Alors, qu'est-ce que le seamlessness? Donc, écoute, je lis la définition, ce sera le plus simple. Hein. Diffusion à la suite de 2 émissions sans interprogramme ni écran publicitaire entre les 2 programmes. Donc, oui, vous avez le générique de fin des experts, et ça recommence juste derrière. Des fois même en split screen, vous avez le générique de fin. Tout de suite. Un meurtre horrible. Paf. Voilà. Donc, l'épisode commence. Voilà. Le but, c'est au lieu d'avoir on a eu un épisode entier, les gens vont peut-être zapper parce que tu vas mettre ta coupure pub à ce moment-là, donc voilà, ils vont aller voir ailleurs, puis ils vont peut-être pas revenir voir l'épisode d'après. Là, hop, on perd pas, on va dire, l'audience qui a regardé le premier épisode, on les accroche direct avec l'intrigue du second, donc voilà, genre on assiste au meurtre, machin, enfin de la mise en place du second, et là, paf, ta coupure pub elle arrive, comme ça. T'as eu la mise en place, ok, t'as vu le meurtre, maintenant tu veux savoir qui est ce meurtrier, donc tu vas rester et tu vas te taper la pub. Et les États-Unis font ça depuis longtemps, puisque les pré-génériques, ça vient des États-Unis, genre dans Friends, il y avait toujours un petit gag, puis le générique de la série, et aux États-Unis c'était diffusé comme ça. Il y avait Friends qui était annoncé, il y avait le petit gag, le générique, et publicité. Voilà. Ils sont forts ces Américains. Tout de suite, maintenant, oscillation.
Bonjour à tous, c'est en ce février 2011 que nous avons fêté la 100e d'Oscillation. Et pour vous remercier de votre fidélité, l'équipe exauce vos vœux les plus chers. Nous allons en effet traiter les 3 jeux les plus souvent suggérés par les spectateurs de l'émission. C'est ainsi que sur la 3e place, nous pouvons trouver Shenmue, ce jeu d'aventure sorti sur Dreamcast en 1999. Initialement prévu comme un jeu de rôle basé sur l'univers du jeu de baston Virtua Fighter sur la Sega Saturn, ce projet a été largement revu avec l'arrivée sur le marché de la Dreamcast. Pour la petite anecdote, sachez que le premier nom de la console a été Katana et vous pouvez ainsi trouver dans Shenmue des cigarettes de cette marque, en hommage au nom initial de la Dreamcast. Le créateur et producteur de Shenmue, Suzuki Yu, était dans les années 90 un game designer qui enchaînait les grands succès. Créateur de titres comme Space Harrier, Outrun, Afterburner ou encore Virtua Fighter, il avait carte blanche pour le projet de Shenmue. Il a ainsi pu se permettre de créer l'un des premiers jeux qualifiés de contemplatif, qui a sans aucun doute révolutionné l'univers du jeu vidéo par ses ambiances, son gameplay basé sur l'exploration, son grand réalisme et sa notion de liberté presque illimitée. La bande sonore du jeu a été composée par Mitsuyoshi Takenobu, Koshiro Yuzo, Yanagawa Takeshi, Murata Osamu et Yuichi Ryuji. C'est Mitsuyoshi Takenobu qui a composé le thème officiel de Shenmue, tandis que Koshiro Yuzo n'est cité que pour quelques titres. Sachez néanmoins qu'il est difficile de véritablement savoir ce qui provient des compositeurs, car ils étaient largement contrôlés par Suzuki Yu, le directeur de Shenmue. Koshiro Yuzo a notamment pu raconter les conditions assez difficiles de son travail de compositeur pour ce jeu dans une interview réalisée dans l'Autoplay du 11 juin 2009. Suzuki Yu veillait ainsi constamment à ce que la musique colle parfaitement à l'ambiance dans le jeu et on peut penser que la grande cohérence et l'unité stylistique sur le plan musical soient le résultat de sa coordination très serrée. La bande originale de Shenmue s'apparente le plus à une musique de film. Contrairement à d'autres exemples que l'on a vus, elle n'est pas primordiale à la création de l'ambiance dans le jeu, mais reste néanmoins indissociable du gameplay en soulignant à la perfection son aspect contemplatif. Elle fait partie des musiques qui ont le plus marqué les joueurs, et ce, malgré le mince succès commercial de Shenmue. Pourtant, quand on dissocie la musique de son contexte, on y trouve peu d'éléments novateurs. Des outils stylistiques presque stéréotypés sont employés ici avec une grande agilité. Des mélodies aux motifs courts qui touchent par leur grande simplicité sont accompagnées de tapis de cordes doux, d'arpèges à la harpe et de percussions tendres comme des clochettes. Des montées pleines d'émotions sont ponctuées avec des glissandis à la harpe et aux cordes et l'utilisation de cymbales et d'un gong à sonorité traditionnelle. Des sonorités synthétiques se mélangent habilement au timbre du erhu, violon traditionnel chinois. Les mêmes outils musicaux très exactement sont employés dans le thème de Shenhua, cette jeune fille qui apparaît dans les rêves de Ryo. Cette cohésion musicale confirme encore une fois que leurs destins sont intimement liés. Notez bien la répétitivité des motifs musicaux et la simplicité des tournures qui donnent tout leur impact émotionnel à la mélodie. Notez que le thème de Shenhua est repris dans un style radicalement différent à un autre instant du jeu. Accompagné ici d'une walking bass, il est exécuté sur un vibraphone, instrument souvent employé dans le jazz.
Le thème perd entièrement son caractère asiatique et tragique et s'apparente beaucoup plus à une petite mélodie jazzy. C'est pour nous la preuve qu'il s'agisse là en fait d'un thème très malléable qui acquiert son aspect typiquement asiatique seulement par le timbre très marquant du violon traditionnel chinois. Pourquoi la musique de Shenmue a tant marqué les joueurs ? À sa sortie, Shenmue était un jeu unique, du jamais vu dans le domaine du jeu d'aventure. L'action y passait en arrière-plan et laissait place à une grande liberté d'expression, un réalisme hors pair et une démarche d'exploration sans égale. Le joueur pouvait passer des heures à se balader, découvrir les moindres recoins d'un lieu, discuter avec les piétons et respirer l'ambiance contemplative et calme du jeu. Véritablement plongé dans l'intrigue, il pouvait vivre à travers les personnages et n'avait à aucun instant l'impression d'être restreint dans le choix de ses possibilités. Cet aspect de Shenmue a marqué les joueurs à jamais et sa bande originale profite de ces éléments novateurs du gameplay. La musique est intimement tissée au gameplay au point d'en devenir parfaitement indissociable. Par son grand calme, ses timbres et ses sonorités, elle n'est pourtant ni simple musique de fond, ni accompagnement sonore. Il faut en fait la voir comme un élément à part entière du jeu, au même titre que par exemple les conditions de météo, avec leurs pluies, leurs nuages et leur soleil. Tissée comme un fil doré dans ce grand tapis chinois qui représenterait Shenmue, elle ne peut pas exister seule, ni être supprimée de l'ensemble. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est tant restée dans la mémoire des joueurs, au même titre exactement que le jeu lui-même. Donc, toujours dans la dernière émission où j'étais très énervé, je m'étais énervé contre ces programmes qui reviennent chaque année, souvent dans les informations, qui font genre, ah bah c'est l'été, bah faut faire du régime, ah bah c'est l'hiver, il faut bien manger et ça prend trop de poids. Donc, toi, tu m'as dit, ça s'appelle les marronniers. Ouais. Parce que, en référence à l'arbre, tout simplement, qui refleurit chaque année. Enfin, il y a de nouveau, les fruits reviennent à la même époque. Donc voilà. Donc à chaque fois, on fait les mêmes reportages, comme la Saint-Valentin aujourd'hui, par exemple. Par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens attendent. C'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire, les gens qui ont des gamins scolarisés, ils veulent un reportage sur les fournitures scolaires. À Noël, forcément, tu veux des reportages sur Noël. Au mois de juin, c'est le bac, tu veux un reportage sur le bac. Tu vois ? C'est super basique. Mais voilà, c'est comme ça. Et il faut pas croire que les journalistes, ils le font de gaieté de cœur, quoi. Quand chaque année, tu te dis, là, on arrive, au moment du bac, je vais être bon pour aller à la rentrée. C'est toi le bac. Oh non, voilà, derrière aussi. C'est pas super intéressant. Tu l'as déjà traité. Il y a rien à dire de plus, quoi. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est c'est l'actu entre guillemets du moment, donc faut la traiter. Puis c'est un peu bouche-trou aussi, ça peut aussi, un manque de sujet. Mais bon, les gens l'attendent. Voilà, les gens l'attendent, donc on leur sert ce qu'ils attendent de voir. Vive la France. Et donc en référence aussi à une émission satirique d'une autre chaîne, bien sûr, les sujets sont toujours faits par Vincent Marronnier, n'est-ce pas ? Ah oui, Vincent Marronnier, donc ça explique le pourquoi du comment. Voilà. Tout exactement. À fait. On regarde Autoplay Sample. Bonjour et bienvenue dans Autoplay Sample. Aujourd'hui au programme, il y aura les tie-up, les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite les sorties d'albums.
on commence les sorties d'albums avec Sonic Colors qui est sorti sur Wii avant les fêtes. Alors qui dit Sonic dit truc cool parce que Sonic il est cool et tout, il a toujours raison. Et ensuite il va vite, donc il faut qu'on ait une musique qui justement augmente cette impression de rapidité qu'on a quand on joue au jeu, qu'on a envie hop là de filer comme ça comme l'éclair. Pour les musiques, alors comme d'habitude, ça a été confié à une équipe interne de chez Sega, donc une équipe qui est là depuis 10 ans, qui travaille sur les Phantasy Star, les Sonic, les Knight, etc. et tout plein de trucs. Et c'est pour ça que voilà, c'est la plus pure tradition Sonic. La petite exception cette fois-ci, c'est que l'opening et l'ending ont été confiés à un groupe américain de power pop qui s'appelle Cash Cash, on en avait déjà parlé dans un précédent numéro, et voilà, plein d'énergie. Rien à voir avec Sonic, on va parler de l'OST du dernier add-on du fameux Meporg World of Warcraft, donc World of Warcraft Cataclysm. Les musiques ont été confiées aussi à une équipe de chez Blizzard, donc on retrouve Jason Hayes, celui qui a composé le thème principal de World of Warcraft, et surtout par exemple un compositeur qui s'appelle Russell Brower, donc c'est du World of Warcraft, donc qu'est-ce que c'est? Faut que ce soit épique, grandiose, donc on va utiliser un orchestre, des chœurs, parce que avec des voix ça va être un petit peu mystérieux en même temps, voilà, c'est mystique, mais c'est grand, on part à l'aventure. On continue avec un RPG qui n'a rien à voir avec World of Warcraft, c'est Dragon Quest, donc le plus gros RPG au Japon. Tout le monde y a joué ou y joue en ce moment, enfin on peut pas passer à côté. La recette n'a toujours pas changé depuis 20 ans puisqu'on retrouve toujours Toriyama Akira au character design, toujours les mêmes systèmes de jeu, le même scénariste, etc. Et c'est pareil pour les musiques puisqu'elles ont été confiées à Sugiyama Koichi depuis le début, donc grand compositeur de musique de jeu mais aussi de films ou de publicités, qui a contribué à donner ses lettres de noblesse à la musique de jeu puisque c'est quand même lui qui en 1986, a organisé un concert de musique de Dragon Quest avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, rien que ça. Et les albums de Dragon Quest, il en sort à peu près tous les ans, ou carrément plusieurs fois par an, avec un orchestre, un brass band, etc. Cette fois-ci, ce sont avec des instruments avant, d'où le nom de l'album Wind Ensemble Dragon Quest Part 1 et 2, puisqu'il y a 2 CD. Et voilà, on reprend les grands thèmes, à chaque fois avec un truc différent, mais quand on est fan, c'est pas grave, on écoute. Alors cette semaine, le tie-up c'en est pas vraiment un, c'est l'EP Pac-Man par Powerpill. Alors peut-être vous l'avez déjà entendu parce que c'est un album, enfin un EP qui est sorti en 1992 et qui se cachait sous le pseudonyme Powerpill, c'était Aphex Twin carrément. Et voilà, c'est un des tout premiers remixes de jeux vidéo à être sorti dans le commerce en Europe, 92, hein, ça date. Et voilà, c'est des musiques de Pac-Man, donc lui il en a repris une, puis après elles ont été remixées par d'autres personnes, et je pense que vous l'avez sûrement entendu quelque part, mais vous saviez pas que c'était lui, et moi aussi c'était le cas pendant plusieurs années. Oui, donc voilà, Powerpill, bon, le vinyle est un petit peu dur à trouver, mais je voulais absolument en parler parce que voilà, c'était dommage de passer à côté. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont entendu cette chanson et qui savent pas que c'est Aphex Twin, et faut le savoir, c'est des choses graves quand même. En tout cas, pour les intros qui vont rentrer dans la rotation cette semaine, d'abord, on va retrouver celle de Tekken 2. Alors, si vous êtes né dans les années 80, peut-être que quand vous étiez au collège ou au lycée, vous avez vu sur des chaînes de télé musicales à l'époque, vers 96, un clip qui s'appelait ABC pour casser, avec des formidables paroles de Peter Kitsch, avec des morceaux de l'intro de Tekken 2 dessus, et c'était très laid parce que les chanteurs étaient aussi cosplayés en personnages de Tekken 2 et se battaient, c'était vraiment cheap. Et si vous l'avez jamais vu parce que vous êtes trop jeune, faut absolument que vous voyez ça.
continue avec un jeu de baston, cette fois-ci de Capcom, c'est Rival School, alors qui était sorti d'abord en arcade et ensuite sur console, donc PlayStation par exemple, où on incarnait des jeunes qui étaient dans une école et qui se battaient pour la justice, Justice Gakuen, comme dit le titre en japonais. Et voilà, c'était un des rares jeux en 3D de l'époque, enfin jeu de baston en 3D de l'époque qui était bien, parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui n'étaient pas maniables du tout. Et celui-là, il avait une petite intro en dessin animé, en plus dans la version console, c'était tout mignon. Et oui, c'était une intro très Neketsu, cette grande notion de l'animé, du manga au Japon, Neketsu, le sang brûlant, faut qu'on se batte jusqu'au bout, on est jeune, on a toute la vie devant nous et on se bat pour survivre. C'est un beau message et j'espère qu'on se retrouvera avec la même envie de vivre dans 2 semaines. Donc voilà, ce 101%, ma foi, rempli d'intellectualité. Oula. Je sais même pas si le mot existe. Se termine. Merci Sylvain. Et on va dire au revoir aux gens. Alors, c'est un peu un marronnier de dire au revoir aux gens ou pas? Ah non, ça c'est de la politesse quoi. Ah, c'est de la politesse, d'accord. Et alors, par exemple, dans ton bouquin que tu avais là, de Seamless, il y a un truc pour que les gens y restent après le 101%? Pas spécialement, mais bon, déjà tu peux annoncer le programme qui vient. Donc là, en l'occurrence, c'est Superplay, je crois, juste après. Ouais, avec Banana Master qui a dit je suis à une banane du record mondial. Donc en fait, des fois, c'est juste du bon sens et de la politesse. Voilà. D'accord. Bon bah, au revoir. On n'est pas toujours des putes. Non, au revoir. Merci d'avoir regardé 101%. Et tout de suite après, restez avec nous, puisqu'il y a Superplay avec Banana Master. Ça fait télé quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, moi je pense que le futur de la télévision, c'est la psychologie inversée. C'est-à-dire? Bah, en gros, c'est-à-dire, surtout ne restez pas, parce que Superplay, c'est vraiment trop de la merde. Surtout celle-là, cette émission avec Banana Master, à un moment, il n'arrive plus à trouver ses mots, c'est vraiment nul à chier, faut pas regarder. Et je suis sûr que les gens y restent. Enfin, je fais comme ça avec mes meufs.